Bien, merci d'être venus, nombreux à cette soirée. Bien sûr, la coutume, et je crois que c'est plus qu'une coutume que je commence par remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce livre. Il y a toute une série de personnes qui m'ont aidé intellectuellement, culturellement, matériellement, je ne saurais tous les nommer. Je veux donc surtout retenir deux ou trois institutions. D'abord, bien sûr, je dois remercier mon éditeur, l'Arbre Bleu. Comme il l'a dit lui-même, un ouvrage de 1580 pages, de 15 000 notes en bas de page. Il y a actuellement peu d'éditeurs qui sont prêts à accepter un tel ouvrage qui est hors de toutes les normes éditoriales dominantes et même, je dirais, des normes académiques. Actuellement, même des publications universitaires répugnent à sortir un ouvrage qui dépasse les 500 et les 600 pages. Donc, merci vraiment à lui d'avoir accepté de jouer ce jeu, de permettre à une certaine liberté d'écrire et de travailler, de s'exprimer. Il a dit également, je dois remercier les amis ES et ANIES. J'étais président des Amis de la Commune dans l'Assemblée Générale animée où nous avons décidé de féminiser notre nom en tant qu'association. Et donc merci aux Amis de la Commune d'avoir contribué grandement à la réussite de ce livre par l'organisation de la souscription notamment, mais aussi à toutes celles et tous ceux qui en sont membres, parce que les discussions avec celles et ceux qui pensent un peu en communard, ça enrichit aussi ma propre sensibilité de la période. Et je voudrais enfin remercier aussi beaucoup de bibliothécaires, de conservatrices, de conservateurs, d'archivistes, particulièrement la bibliothèque de l'Arsenal, hein, où ils m'ont laissé regarder toutes les collections de journaux originaux. Et ça, c'est un grand plaisir pour l'historien de pouvoir voir le journal dans son format exact, parce que quand on le regarde sur Gallica, c'est très bien, mais on n'a pas la même sensation quand on regarde un journal dans son format. On est beaucoup plus près de la sensibilité de ceux de l'époque, de celles et ceux de l'époque qui pouvaient le regarder. Quand on regarde un article comme ça sur ordinateur, ça n'a rien à voir. On se rapproche mieux de celles et ceux de l'époque. Donc vraiment merci d'avoir sorti des réserves, des collections qui n'étaient pas ouvertes normalement au public. Alors, un ouvrage de 1580 pages, c'est vraiment très long, comme je l'ai dit. Il y a un critique dans le bulletin des Amis de la Commune, Michel Puzelat, qui a dit quand on voit l'ouvrage, c'est un peu comme un vertige. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi et comment l'aborder? Donc je voudrais essayer, et ce sera l'essentiel de ce que je vais dire, d'expliquer pourquoi je suis arrivé à ces 1580 pages, plus quelques annexes, plus plusieurs milliers de noms en index, des noms cités, plus des adresses, etc. Donc, pourquoi j'en suis arrivé là, et ça vous permettra peut-être de concevoir mon approche d'un point de vue un peu plus épistémologique, pour employer un terme un peu savant. Je ne fais pas de cette approche une approche contrainte, obligatoire, modèle. C'est simplement la façon dont moi j'ai travaillé sur cet objet qu'est la commune, avec ma propre façon de faire. Il n'y a pas de modèle à imposer ou à glorifier. Donc, je vais citer 3 ou 4 raisons qui m'amènent à ça. Certaines sont peut-être d'évidence, je ne sais pas. D'autres un peu différentes. Alors, la première, c'est peut-être un effet de génération, mais bon gré, mal gré, je suis ce qu'on appelle un enfant de l'école des annales, qui dominait l'historiographie dans les années, à partir des années 1930 jusqu'aux années 50, 60 du XXe siècle. Et dans cette école, il y avait un concept qui me plaisait beaucoup, qui est passé de mode, comme on dit, mais qui n'est pas passé du tout, à mon sens, c'est celui de l'histoire totale. Le concept d'histoire totale, c'est donc cette idée qu'à un certain moment de la recherche, à un certain moment de la réflexion, il faut prendre en compte tous les aspects de l'histoire
socio-économique, l'histoire politique, l'histoire culturelle, l'histoire intellectuelle. Tous les aspects font pain pour l'historien et briser cette chair, c'est un peu comme briser une vie. C'est pas possible. Tous les aspects de notre vie, on ne peut pas les briser à un certain moment pour la comprendre. De même, à mon avis, pour comprendre un phénomène aussi riche que la commune, tout doit faire pain pour l'historien, tout doit s'articuler. Et ce n'est pas seulement une question historiographique, je dirais que c'est aussi une question de goût. Personnellement, j'ai de goût, même peut-être de passion, l'histoire avec passion, j'ai autant de goût pour calculer, disons, le salaire précis, horaire d'une couturière de l'habillement de la garde nationale en 1870-1871, comment elle va gagner son argent, à quel niveau quantitatif, ça compte la quantité de salaire qu'on touche, ça compte. Combien elle gagne et quels conflits vont s'articuler autour entre l'union des femmes qui veut tel salaire et la coopérative des tailleurs masculines qui, elle, envisage un autre salaire pour les couturières. Voilà, ça m'intéresse énormément. Mais ça m'intéresse autant de savoir que Offenbach, les Bavards d'Offenbach, est joué le 30 mars 1871 en pleine commune, au Bouffe parisien. Voilà, les deux choses qui paraissent très lointaines, moi, elles me passionnent autant. Donc ça, c'est aussi une question de goût qui s'articule à cette conception de l'histoire que je vous ai indiquée. J'aime autant travailler sur le premier aspect que sur le deuxième aspect que je viens de citer. Et les deux, d'un point de vue historiographique, me semblent compter. Voilà le premier point. Le deuxième point que je voudrais dire, c'est que les historiens, mais ceux qui sont dans la salle, celles qui sont dans la salle le savent bien, on est un peu Janus. On a deux façons un peu contradictoires de voir les choses. La première, c'est que on veut où on est, de toute façon on est, historien de notre temps, historien dans notre temps. Et donc on ne peut pas, alors on est plus ou moins engagé, hein, mais on ne peut pas ne pas se poser les questions, ne pas voir les problèmes que nos sociétés, par exemple, la société actuelle, se posent. Et on ne peut pas ne pas réinterroger le passé sans ça. C'est impossible. C'est dans nos têtes. On ne peut pas dire, on ne pose pas les questions de mon temps au passé. Et en même temps, il y a des évolutions parfois dépendantes, parfois indépendantes même de l'historiographie même, qui invente de nouvelles problématiques, qui invente de nouvelles questions. Et donc tout ça, il faut l'intégrer. Puisqu'il y a un exemple évident, absolument évident, c'est pas nouveau de ce que je pense, mais c'est évident que par exemple, on est obligé, mais c'est absolument fondamental, même si la commune a 80 élus tous masculins, les 80 élus de la commune, c'est tous des hommes, on ne peut pas ne regarder la commune avec un regard sur les femmes, sur l'histoire du genre. Voilà, là-dessus, il faut constamment relire et réfléchir en fonction de ça, notre lecture d'un fait du passé. On est interrogé aussi, par exemple, sur la démocratie, sur toute une série de questions. Voilà. Donc, on pense avec notre temps. Mais aussi, on a très peur de l'anachronisme. C'est-à-dire qu'on pense avec notre temps, mais on aimerait bien aussi penser comme les gens pensaient à l'époque. Je vous disais tout à l'heure la sensibilité de lire un journal. Si je veux lire le journal tel qu'il était, c'est que je veux être le plus proche possible de la façon dont les gens le lisaient. Essayer de vivre en 1871. On dit, tu sais que les historiens, on essaye de vivre le temps sur lequel on travaille. J'aimerais bien être dans un club en 1871 et assister à des débats orageux. Voilà. On doit essayer de ne pas penser seulement avec notre temps, et pas penser seulement nos questions, mais se poser des questions que eux ou elles, ils se posaient en 1871. Pas seulement les questions que nous posons à l'événement. Je vais vous en citer un exemple. C'est une question qu'on ne me pose jamais. J'ai fait des dizaines de conférences sur la commune, et il y a des questions qu'on ne me pose jamais, que eux ou elles, ils se posaient constamment.
Par exemple, à partir du 2 avril, c'est une guerre civile. Je peux vous dire que si vous écoutez les gens, ce qu'on essaye de faire, dans la rue, dans les clubs, vous lisez la presse, etc., qu'est-ce qui se pose d'abord? C'est quelle est la situation du front? Qu'est-ce qui se passe à Neuilly? Qu'est-ce qui se passe à Issy? Qu'est-ce qui se passe à Vanves? C'est ça qui se pose. Que font nos bataillons? Est-ce que nos officiers les commandent bien? Ça c'est tous les jours, tout le temps qu'on se pose ça, parce qu'on se dit, les Versaillais, ils avancent, ils reculent, et nous? Moi, je viens de la guerre de 14-18, comme premier historien, et j'ai vu ces phénomènes de culture de guerre, hein, quand on se précipite le matin sur son journal pour voir le communiqué de la situation du front. C'est la première chose qu'on regarde en 14-18. Ils ne sont pas loin de faire ça, hein, pendant la commune. Et ça nous amène à accepter les questions qui se posaient, à aller vers l'histoire de la culture de guerre, et même, carrément, clairement, vers l'histoire militaire, qui n'intéresse plus grand monde. L'histoire militaire de la commune. Mais moi, comme historien, je ne peux pas le refuser. Je dois le faire. Parce que c'était dans leur questionnement. Voilà déjà deux qui allongent, vous voyez, j'allonge. Un troisième point que je veux évoquer, il y en aura 4. Le troisième point que je veux évoquer, c'est, je le prends à un dialogue qui est peut-être imaginaire, mais que je trouve très beau, que Michel-Ange, c'est pas dire Louis Michel, vous voyez, comme il a et ça ne sera pas, je n'ai pas fait extrême, ça reviendra dans un point de mon exposé. Que Michel-Ange a avec un de ses disciples. Qu'est-ce qu'on a à voir avec la commune? Et qu'est-ce que ce disciple est là avec... tu seras là, hein, là. Et le disciple demande à Michel-Ange, mais maître, comment avez-vous pu faire une œuvre aussi intéressante, sensible, magistrale? Alors, vous voyez déjà, je m'interroge à la commune comme une œuvre. J'ai toujours eu ce sentiment que ce n'était pas tellement l'œuvre de la commune que la commune comme œuvre qui m'intéressait, œuvre, et de la sentir dans des façons de parler sensibles que l'art parfois retrace pour nous les historiens. Donc le disciple demande à Michel-Ange, mais comment votre œuvre peut-il être aussi intéressante, aussi... Alors Michel-Ange répond à ce disciple, mais regarde-la, regarde la statue. Alors le disciple dit, oh maître, ce bras-là, comme vous l'avez su le faire élancer, quelle élégance, vraiment vous approchez la perfection dans cette façon de nous entraîner avec ce bras. Michel-Ange répond, oh non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que tu vas trouver le mystère de mon œuvre. Alors, regarde encore. Alors, le disciple regarde, là, et il voit le visage, et il dit, bon, maître, ce visage, mais regarde comment vous avez réussi à faire des sentiments de l'amour qui sortent de ce visage. C'est extraordinaire, ça doit être ça qui exprime la force de votre travail. C'est ça, ce travail que vous avez fait sur ce visage qui est extraordinaire. Non, dit Michel-Ange, ce n'est pas ça. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, Michel-Ange s'approche de la statue et dit, regarde là. Ah. Quoi? Après, il dit, mais regarde là. Ah. Ah. Mais si, regarde chaque centimètre de ma statue que j'ai fait. Regarde le travail que j'ai fait sur chaque centimètre. Et si tu regardes le travail que j'ai fait sur chaque centimètre, tu comprendras le mystère de l'œuvre. Regarde les détails. Regarde les détails. Voilà. Donc, encore, ça me pose des problèmes parce que ça fait longtemps que j'ai le sentiment qu'il faut que les détails affluent. En fait, d'ailleurs, la commune, c'est une cohue de choses qui nous entraînent, qui s'entraînent dans tous les sens, hein, bien sûr. Donc, regarder les détails, c'est essentiel. Alors, on ne va pas prendre tous les détails. Il faut choisir. Notre réunion, là, est-ce que c'est un détail? Pour qui? Pourquoi?
Voilà, hein, c'est un détail. J'avais déjà rentré dans le passé pour la moitié de la réunion. Donc voilà, est-ce que c'est un détail? Donc il faut bien faire des choix, il faut bien travailler, mais croire que l'on peut faire des histoires à un certain niveau, je ne veux pas généraliser, j'ai dit ce que je dis n'est pas un modèle de l'histoire tel que tout le monde doit la faire, mais à un certain moment, oui, il faut plonger dans les détails parce que c'est ce qui nous rapproche le plus de l'humanité. Et c'est en se travaillant sur ces détails que progressivement on arrive à aussi comprendre la commune ou l'œuvre, la commune comme une œuvre. Vous voyez, tout ça, ça ajoute aussi à la troisième fois où je vous dis pourquoi je rallonge la sauce. Il y en a un quatrième que je peux évoquer, qui est plus courant. Bien sûr, pour travailler, l'historienne ou l'historien va aux archives ou à la Bibliothèque nationale et il accumule sa documentation. Je ne vais pas l'évoquer, je n'ai pas envie d'être long, j'ai envie de plus laisser de la place à la discussion. Mais il va aux archives, j'ai dépouillé beaucoup d'archives, certaines nouvelles, certaines anciennes. Il en reste beaucoup, ne vous inquiétez pas. Il reste encore énormément d'archives à dépouiller pour celles et ceux qui voudront encore travailler sur la commune. Loin d'avoir fait l'exhaustivité. Mais j'ai dépouillé beaucoup d'archives nouvelles, j'ai dépouillé la presse communarde, là c'est vrai que c'était un très gros travail, parce que je l'ai dépouillé entièrement, tous les journaux, article par article. J'ai fait un fichier de 15 000 articles et notices qui font quand même le tour de l'ensemble des travaux, des textes de cette presse. On a aussi le droit de reprendre les archives que d'autres, les documents que d'autres ont dépouillés avant nous. Bien sûr, on s'en sert. Je dois avoir cité plusieurs centaines de fois Jacques Rougy dans cet ouvrage. Voilà. Donc, on se sert aussi des travaux de nos prédécesseurs. Mais on peut re-regarder les documents qui ont déjà été faits avec un autre regard. Je vous cite un exemple. Sur moi, peut-être d'une façon un peu différente, que je n'ai pas tellement évoqué finalement dans la préface de mon livre. Quand nous travaillons sur un texte ou sur un fait, une pratique symbolique, un discours, que sais-je, les historiennes et les historiens ont tendance à découper une partie de l'événement ou une partie du texte ou du document, puis ils vont aller le mettre dans la partie A et puis ils vont mettre un autre bout dans la partie B, parce que sinon l'histoire serait un recueil de documents successifs, un recueil d'articles de l'époque ou un recueil. Ce n'est pas la tâche de l'historien. C'est intéressant d'avoir des recueils de documents, mais ce n'est pas le travail de l'historien. Donc nous reclassons, nous coupons, nous reclassons, nous remettons des choses. Ça fait l'objet de discussions nombreuses parce que il y a toujours un risque de décontextualiser le document que nous mettons quelque part loin de son contexte de production. Mais bon, ça c'est un débat de technique d'historien. Alors moi, devant ça, je le fais beaucoup. On va dire peut-être trop, mais je le fais peut-être avec une façon à moi. De la même façon que tous les autres historiens et historiennes, mais un peu avec une façon à moi. Voilà. Et laquelle c'est, j'ai découvert à un certain moment dans un séminaire un texte de Jacques Lacan, qui est une leçon qu'il a écrite en 1952. Je voulais la remercier, c'est rare que je remercie, là j'ai dit que je ne remerciais pas, mais je voulais remercier Madame Pro, la femme du collègue avec lequel j'ai tant travaillé pendant des années, de m'avoir donné les références, parce qu'elle était une brillante psychanalyste. Et donc, ce texte d'une conférence de Lacan, de 1952, qui a été republié plusieurs fois et travaillé dans les bulletins des sociétés lacaniennes, ce texte s'appelle « Imaginaire, symbolique, réel ». Et lui, ce qui l'intéressait, c'est évidemment comment, dans l'analyse, il faut travailler l'imaginaire, le symbolique et le réel pour concevoir et comprendre son patient. Donc, moi, ces trois dimensions, finalement, m'ont toujours marqué dans mon travail.
le réel, le symbolique, c'est assez facile pour les historiens, facile pour discuter, hein, mais disons que relativement, on est habitué à travailler sur le réel et le symbolique, et les articulations du réel et du symbolique. L'imaginaire, c'est-à-dire ce qui va le plus en profondeur de l'inconscient, de l'intime, du rêve, c'est difficile. C'est pourtant là dans l'histoire. Donc j'essaie de travailler les textes avec l'idée suivante, bien sûr ils vont servir à beaucoup de choses, mais ils vont aussi essayer de servir à trouver dans le texte ce qui serait une échappée. C'est très difficile, mais comme dans tout discours, comme parole, tout discours est symbole. C'est du symbolique. Je dis je t'aime, c'est du symbolique. C'est le rêve qui sera l'imaginaire. Donc, dans le texte, dans le discours, dans les pratiques aussi, j'essaie de trouver ce qui pourrait être une échappée de cet imaginaire. Alors, comment je procède pour expliquer? J'essaie dans un texte, prenons l'exemple d'un texte, eh bien, je vais aller chercher ce qui, dans le texte, est le plus loin de la visée première du texte. Ce qui va échapper à la visée première du texte, ou aux visées principales du texte. Je prends un exemple, par exemple, vous avez ce décret de la commune, un grand décret de la commune, qui font l'œuvre de la commune, le décret de réquisition des ateliers abandonnés du 16 avril 1871. C'est un décret qui réquisitionne des ateliers abandonnés pour les donner en gestion, après toute une série de procédures, aux associations ouvrières. Un grand décret qui fait œuvre de la commune. Je ne partage pas du tout le point de vue de ceux qui disent que, comme il n'a pas pu être appliqué, c'est plus une œuvre. Non. Parce qu'il n'a pas pu être appliqué, qu'il ne compte pas comme un élément d'une œuvre de la commune. Bien, je ferme cet aparté. Et je reviens à mon décret. Le visée de ce décret, c'est donner du travail, c'est penser aux associations ouvrières qui pourront gérer, quelle forme de socialisme il y a, etc. Bien, tout ça, ça doit être analysé. Et puis, il y a un mot, tout d'un coup, comme ça, qui apparaît dans ce texte, c'est « devoir ». C'est un devoir. Et là, ça critique. Devoir, c'est un devoir. Là, ça va me renvoyer progressivement à la construction d'une morale intérieure de chacune de mes communardes et de mes communards. Voilà. Il y a quelque chose qui va ressortir de beaucoup de mes textes repris comme ça, qui va être cette morale à laquelle je vais aussi être amené à consacrer du travail. Quelque chose qui est plus intime, plus profond, qui ressort. Alors on s'appelle ça l'outillage mental, mais dans cet outillage mental, il y a peut-être une part d'inconscient collectif. Voilà, donc vous voyez, ça fait un quatrième élément, parce que je vais retravailler tout ça et rajouter ces éléments dans mon propre travail. Donc voilà, ça n'excuse pas, mais au moins ça explique peut-être la longueur de ces 3 volumes, où à un moment, un historien, ou d'ailleurs toutes les personnes qui veulent écrire ou créer, doit se prendre la liberté, en dehors des normes institutionnelles et académiques, d'aller à ce qu'il veut faire. Voilà pour ce que je voulais dire. Je voulais dire encore 2-3 points. L'historiographie fait partie de la réflexion des historiens. J'en parlerai moins. D'ailleurs, je ne parlerai pas de conclusion de mon ouvrage, en vous laissant le plaisir de les découvrir et peut-être d'en discuter au moment de la discussion. L'historiographie de la commune, évidemment, tout historien, elle a plus de 150 ans maintenant. Donc, toute historienne, tout historien se heurte, Quentin de Vermoz avait fait la comptabilité, à des milliers de livres, de brochures, d'articles, de notices dans la presse, etc., qui font une somme
Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, je n'ai pas tout lu, hein, c'est impossible, je travaille pour lire tout ce qui est paru sur la commune et le lire sérieusement en l'annotant, en le fichant. Donc, on a une mer. Alors, on essaie quand même de voir. Et quand on a cette mer, on se rend compte que dans cette mer, il y a des continents. Il y a des continents plus ou moins proches, qui dérivent plus ou moins les uns avec les autres, qui interagissent plus ou moins avec les autres, et qui lisent la commune de façon assez différente et parfois un peu antagonique. Donc le premier de ces continents, je vais l'appeler le continent Marx. Le continent Marx, c'est un des premiers, puisque évidemment nous avons la guerre civile de Marx, écrit très immédiatement à la fin de la commune, et qui a produit ensuite toute une masse considérable de travaux de chercheurs et d'historiens marxistes. Donc cette idée que la commune est une lutte des classes entre la bourgeoisie et le prolétariat naissant, les premiers moments de cette lutte des classes, et qui fabrique une première forme de ce qui s'appellera plus tard, qui s'appellerait déjà, on ne va pas raffiner, une dictature du prolétariat, qui serait une forme plus démocratique que les démocraties bourgeoises. Donc il y a toute cette... tout ceci qui peut se diversifier parce qu'il n'y a pas un marxisme, il y a des marxismes, comme vous le savez. Il y a donc tout ce continent qui existe, qui est considérable. Vous avez le grand continent libertaire, hein, donc ils vont lire la commune d'abord comme un moment de remise en cause des autorités, de toute autorité, de tout ce qui est plus gros qui pèse sur le plus petit. Donc, par exemple, évidemment, il faut libérer l'individu de toute autorité et libérer aussi toutes les communes, Paris, mais aussi toutes les communes de France, de l'autorité de l'État-nation, maximum de ce qui est possible. Évincer toutes les formes de domination qui pèsent sur l'individu et sur toutes les structures. Bien sûr, c'est une vision qui a d'ailleurs été réactualisée parce que les réflexions sur les dominations ont pris beaucoup de place dans l'historiographie contemporaine. Vous avez donc ce continent, qui est très intéressant. Vous avez le continent républicain et patriotique, c'est-à-dire que la commune est d'abord vue et lue comme une insurrection républicaine avec une variante patriotique. Ce qui n'est pas loin d'être faux, hein. C'était en grande partie dans les premiers travaux de Jacques Rougerie, mais il a évolué ensuite. Et dans cette vision, moi, quand je constate le 18 mars, quand je regarde ce qui se passe le 18 mars, très attentivement, ce qui se passe le 18 mars, c'est qu'on ne crie pas « Vive la commune ». On ne crie quasiment jamais. Le 18 mars, quand l'insurrection se déclenche dans tout Paris, eh bien, ce qu'on crie, c'est « Vive la République ». C'est même pas « Vive la République démocratique et sociale ». C'est « Vive la République » qu'on crie le 18 mars, partout dans Paris. Éventuellement, à bas les capitulars pour les Versaillais. Voilà, c'est une élection qui est républicaine et qui se fera pendant toute la commune, d'ailleurs, au chant de la Marseillaise. Le chant de la commune, c'est la Marseillaise. C'est celui que l'on chante partout, tout le temps, pendant les 62 jours de la Révolution, et pas l'international qui n'existe pas encore. Donc vous avez ce continent hein, de la commune lu comme une insurrection républicaine. Vous avez d'autres aspects qui pourraient être développés, d'autres façons de voir. Alors vous avez eu toute une série d'éléments qui fabriquent la commune seulement comme une insurrection de circonstances. En gros, il y a un grand trend historique qui nous conduit, ou qui nous conduirait, selon votre sentiment, vers une société qui serait nécessairement basée sur la liberté politique et économique. Hein. La fin de l'histoire serait le libéralisme politique et économique. Il n'y a pas de société meilleure que celle qui s'appuierait sur le libéralisme politique et économique. Et évidemment, dans ce cas-là, la commune, c'est une sorte d'anachronisme du temps, quoi,
quelque chose de circonstance qui ne fait que, qui ne comptera pas. Hein. On pourra la mettre de côté dans l'histoire parce que sa place n'est pas... Bon, c'est lié aux circonstances d'une guerre perdue qui conduit à des émeutes. Donc vous avez cet aspect, vous avez la révolution urbaine que je ne peux pas développer, vous avez la commune qui peut être pensée, c'est ce qu'il y a de plus récent. Et là, on voit bien l'articulation avec l'historien de son temps. On va réfléchir à la commune parce qu'on a vu les gilets jaunes. Alors du coup, ayant vu un peu les gilets jaunes, on va se dire, ah mais est-ce qu'il n'y a pas un pont, quelque chose qui se passe entre ça et c'est très bien vu dans les travaux de Quentin de Lermoos, par exemple, on voit bien comment on peut réfléchir sur la commune comme une révolte populaire, à des moments, des temps de révolte populaire qui ressurgissent avec des signes et des pratiques spécifiques, qui pourraient être la violence, par exemple, populaire, qui est parfois présente dans chacune de ces insurrections. Vous voyez, on pourra peut-être en voir d'autres, mais l'historien se trouve devant ces continents, dans cette immense mer, et qui sont parfois antagoniques, parfois assurés, etc. Et ma façon de faire, c'est... je m'inspire là un peu de ce qu'avait écrit un grand historien qui s'appelle Pierre Vidal-Naquet, qui a un peu oublié lui aussi, historien de l'Antiquité, qui était très proche de Madeleine Rébériou, qui est une historienne qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et donc Vidal-Naquet écrit que l'historien, son travail, c'est justement de se mettre dans l'entre-deux de ces approches. C'est ça son rôle principal. Les approches qui peuvent être historiennes ou mémorielles, d'ailleurs, ça dépend. Se mettre dans l'entre-deux, peut être sur son continent, moi j'en préfère certains, je suis citoyen, mais on peut, quand on est historien, il faut accepter de se mettre dans l'entre-deux. Et donc le travail, un peu comme on va au plus près du mode de pensée de l'époque, c'est aussi accepter d'aller au plus près des modes de pensée des autres qui travaillent sur le même sujet que vous, ou qui ont travaillé sur le même sujet que vous. Et donc, le but de ceci, c'est de faire une couture, c'est de faire des ponts, de faire des nœuds, de voir comment on peut articuler les interrelations entre ces différentes façons de voir. On n'y arrive pas toujours, il y a des fois où c'est clair, il y a des différences. Mais voilà, le but, il est là. Dans mon travail, il est dans tous ces continents historiographiques, pour moi, d'essayer de faire ce travail de couture et d'accepter la contrariété. C'est pour ça que j'ai dit souvent que je voyais dans la commune une polyphonie, parce que la polyphonie, elle s'appuie sur des... Tout à l'heure, c'était des arts plastiques, mais là, je parlais plutôt musique. Hein. La polyphonie, elle s'applique sur des lignes musicales dissonantes. Hein. On aime la dissonance, la note qui peut contrarier. Voilà, donc aller à la contrariété et la travailler dans la réflexion. Voilà à peu près l'essentiel de la façon dont j'ai travaillé, donc je n'ouvrirai aucune conclusion, sinon pour dire qu'effectivement, ça nous conduit à cette polyphénie, ça nous conduit à une polysémie de la commune qu'il faut accepter à plusieurs sens. Il n'y a pas un seul sens qui fonctionnerait, mais à mon sentiment, c'est là qu'il y a ce qu'il y a de plus beau dans l'actualité de la commune, dans la force de la commune. C'est que c'est un des moments les plus importants de notre histoire, et même de beaucoup d'autres nations, où nous pouvons entamer ce dialogue si nous acceptons de nous plonger dans la façon dont ces communardes et ces communardes vivaient, débattaient, agissaient,
dans des sens qui sont toujours liés à une complexité, alors dans ce cas-là, oui, nous pouvons dire que la commune n'est pas morte. Je vous remercie.